repartir pour l'enregistrement. Alors, eh bien, nous allons pouvoir commencer. Donc, l'objectif de notre rendez-vous de ce matin, c'est de faire un petit point sur tout ce qui est lié finalement au handicap dans la fonction publique territoriale. Donc, par rapport à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, au statut de travailleur handicapé en lui-même et aux aides en fait, dont vous pouvez bénéficier en tant qu'employeur de la fonction publique, aux aides financières et pas que. Donc, pour ce faire, l'idée de l'intervention, elle se fait en plusieurs temps. D'abord, je vais commencer avec des propos introductifs pour notamment vous donner tout le contexte plutôt réglementaire. On fera une première partie justement sur l'obligation d'emploi, qui est soumis à cette obligation d'emploi, qui doit faire la déclaration d'emploi de travailleur handicapé. Je vous expliquerai après, on fera un point sur ce que c'est que ce statut de travailleur handicapé et notamment ce qu'on appelle les bénéficiaires de l'obligation d'emploi pour arriver aux aides du FIP. Et pour conclure, voilà, quelques petits points, un petit peu de sensibilisation sur pourquoi s'engager sur une politique en handicap quand on est un employeur de la fonction publique. Encore une fois, n'hésitez pas, vous m'arrêtez, le chat est allumé de mon côté, vous pouvez lever la main à tout moment. Il n'y a aucun problème pour ça, bien évidemment, au contraire. Alors, par rapport au contexte, je ne vais pas épiloguer, hein. L'idée, c'est vraiment de vous faire un portrait assez grossier de la situation, je dirais, le cadre réglementaire et législatif. D'abord, quand on parle de handicap, en fait, la première loi que l'on cite, c'est celle de 1987, du 10 juillet 87, en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, qui est finalement une des premières lois qui est venue poser un cadre par rapport à l'emploi de travailleurs handicapés, notamment dans le secteur privé, fixant une obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés dans les entreprises qui emploient au moins 20 salariés. De fait, du coup, cette loi a créé en fait un fonds, l'AGFIP, l'association gestionnaire des fonds pour les personnes en situation de handicap, qui a pour but de récolter en fait les contributions des entreprises privées qui, du coup, ne répondaient pas à cette obligation d'emploi de travailleurs handicapés dans le secteur privé. Plus récemment, presque 20 ans plus tard, la loi centrale du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en fait, est venue repositionner toutes ces obligations par rapport à l'emploi et est venue ajouter d'autres concepts et d'autres notions que je vais vous expliquer après. D'abord, on est venu renforcer l'obligation d'emploi parce que depuis 1987, il a été constaté finalement que dans le secteur privé, beaucoup d'entreprises ayant au moins 20 salariés ne répondaient pas à cette obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés. Et puis, il n'y avait du coup pas d'obligation dans le secteur public. Donc, on est venu de fait intégrer cette obligation dans les 3 fonctions publiques. On a créé du coup un fonds équivalent à la GFIP, mais spécifique pour nous dans la fonction publique, qui est le FIP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, qui du coup a été créé. Et la loi de 2005 est enfin finalement venue introduire ce que c'est que le handicap. Qu'est-ce qu'on met derrière cette notion? Parce que jusque-là, il n'y avait pas de cadre vraiment strict et défini par rapport à ça. Cette loi de 2005, comme je vous le disais, elle a instauré plein de principes, en fait, vraiment en faveur des personnes en situation de handicap et finalement de différentes choses en lien avec la vie, pas uniquement le travail. A créé voilà, le principe de libre choix du mode et de projet de vie, un principe de non-discrimination, le droit des personnes en situation de handicap de participer pleinement à la vie de la société en égalité de tous, a aussi engendré un principe d'accessibilité pour ces personnes en situation de handicap, que ce soit pour les bâtiments ou les transports. Est revenu aussi sur le droit à la compensation qui devient personnalisé par rapport aux conséquences du handicap qu'ont pu subir en fait, les différentes personnes. Et cette loi est venue aussi créer ce qu'on appelle aujourd'hui les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées. J'entends encore beaucoup parler de Cotorep. Ça, c'est ce qui existait avant en fait, cette loi. Les MDPH sont devenus un lieu unique d'accueil, d'infos et d'accompagnement en fait, pour les personnes en situation de handicap, pour leurs familles, mais au final aussi pour tout citoyen. Et donc, cette structure est venue fusionner ce qui existait avant, les Cotorep pour les adultes et les CDES, qui étaient plutôt des dispositifs pour les enfants. Donc l'idée, ça a vraiment été de créer quelque chose de plus clair, un lieu pour tout le monde, une porte d'entrée. Il y a eu plein d'autres choses, hein, bien évidemment, avec cette loi de 2005, mais là, l'idée, c'est vraiment de cibler sur ce qui nous intéresse un peu plus ce matin. Ensuite, un peu plus récemment, en 2018, donc il y a eu la loi du 5 septembre pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui est venue réformer en profondeur cette obligation d'emploi de travailleurs handicapés.
en sachant que cette réforme a été du coup répercutée dans les fonctions publiques. Il y a eu des décrets d'application et plus récemment, c'est entré aussi dans le Code général de la fonction publique, avec une entrée au vigueur de cette réforme qui s'est faite au 1er janvier 2020, donc sur la déclaration réalisée en 2021 finalement, avec des données qui sont recensées autrement, on va y revenir après. Une possibilité désormais de pouvoir pour les employeurs publics simuler les montants de leurs contributions et des délais octroyés aussi pour se mettre en conformité avec la loi qui sont venus évoluer. Mais ça, je vais revenir là-dedans. Donc, on retrouve tous ces éléments dans les fameux décrets de 2019 qui sont venus appliquer à la fonction publique et aussi dans le Code général de la fonction publique, puisque la loi de transformation est venue aussi jouer un rôle là-dedans et intégrer ces éléments dans notre Code général. Donc, les employeurs publics, y compris les collectivités territoriales et les établissements publics territoriaux, ont aussi une obligation d'emploi. On va y revenir après. Alors, l'idée, là, c'est de cibler un peu maintenant, voilà, quels sont les employeurs concernés par l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et qui doit faire ce qu'on appelle la DOETH, cette fameuse déclaration d'emploi de travailleurs handicapés. Est-ce que dans les personnes présentes, il y a déjà des collègues qui ont réalisé cette déclaration d'emploi? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà faite ou c'est une première pour certains ou certaines? Vous pouvez lever la main si jamais vous avez déjà effectué une déclaration et si ces éléments vous parlent. Sinon, j'ai une main levée, deux mains levées. OK. Bon. 3. De toute façon, vous le verrez, vous n'êtes pas tous concernés en fait par cette déclaration d'emploi. Donc, merci pour les participants. Alors, qu'est-ce qu'il en est? En fait, on parle d'obligation d'emploi et il y a un principe d'assujettissement. L'idée, tous les employeurs publics qui ont au moins 20 agents en équivalent temps plein dans leur effectif, donc là on parle en ETP, ces employeurs du coup doivent compter dans leur effectif au moins 6% de personnes en situation de handicap sur leur globalité d'effectifs. Depuis la réforme, comme je le disais, il y a un délai de conformité qui a été mis en place, un délai de 3 ans, qui peut s'appliquer pour les employeurs, les nouveaux employeurs, en fait, pour les créations de structures, ou alors les employeurs qui passent le seuil des 20 suite à un accroissement, en fait, de l'effectif. Du moment où vous n'étiez pas à 20 et que vous êtes passé à 20, vous avez 3 ans pour vous mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, mais vous devez quand même effectuer une déclaration tous les ans. Si jamais les collectivités, les employeurs publics ne répondent pas à cette obligation d'emploi pour celles qui sont soumises, eh bien, le texte dit que les collectivités comme les employeurs publics peuvent s'acquitter de cette obligation en versant une contribution annuelle au FIP, ce fameux Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Ça, je vais y revenir, ça c'est le grand principe de base. Du coup, on parle d'obligation d'emploi. Et donc, de fait, dès lors qu'on est soumis à cette obligation, il y a un principe de faire la déclaration, ce qu'on appelle la DOETH, ce que vous entendez peut-être aussi par endroit. Cette déclaration d'emploi, elle est obligatoire pour les employeurs soumis à l'obligation d'emploi, donc les employeurs qui ont au moins 20 équivalents temps plein dans leur effectif. Elle est aussi obligatoire pour les collectivités ou les employeurs publics qui ont reçu une lettre d'appel du FIP. Il y a des structures qui peuvent avoir reçu une lettre d'appel parce que le FIP n'a pas forcément toutes les données indicatives et donc envoie des courriers à certains employeurs publics qui doivent du coup aller également effectuer cette déclaration. Si jamais vous pensez que vous êtes soumis à l'obligation d'emploi, mais que vous n'avez pas reçu de document du FIP et que vous ne savez pas quoi faire, il y a une plateforme du FIP, je vous mettrai les coordonnées, vous pouvez directement les contacter. La DOTH, donc elle doit être réalisée annuellement, tous les ans, et elle est dématérialisée et en fait, vous la réalisez sur la plateforme PEPS, qui est la même plateforme que vous utilisez pour faire les retraites de vos agents notamment. Pourquoi est-ce qu'en fait on fait cette déclaration d'emploi? Cette déclaration, elle comporte différents éléments qui permettent de calculer le taux d'emploi, combien en fait de personnes vous devez avoir dans votre effectif pour respecter votre obligation d'emploi. En quel cas, en fonction de ce que vous avez dans vos effectifs, la contribution que vous allez devoir verser ou non. Et il y a aussi tout un côté statistique, parce que l'idée, c'est que ça permet de donner au FIP, en fait, finalement, et donc au législateur, ça permet de donner des éléments qui améliorent la connaissance sur la population, en fait, qu'il y a dans nos collectivités, dans nos établissements publics, par rapport justement aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
Donc c'est pour ça qu'il y a des données qui sont venues s'ajouter en fait dans la déclaration et que désormais il y a plein d'éléments statistiques qu'on vous demande en complément. Mais je vais y revenir. Clairement, qu'est-ce qu'il faut préparer? Qu'est-ce que vous allez donner comme info quand vous allez faire votre déclaration? Eh bien, vous allez devoir déclarer ce qu'on appelle les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Il y a des statuts spécifiques. On va y venir juste après, c'est la partie suivante. Vous devez lister finalement tous ces bénéficiaires que vous avez présents à l'effectif au 31 décembre de l'année N-1. Traduction, là pour la déclaration 2025, vous allez devoir recenser les bénéficiaires que vous avez présents dans votre collectivité ou dans votre établissement au 31 décembre 2024. La liste de ces bénéficiaires, elle est fixée en fait par le Code du travail. C'est pas vous qui décidez de qui vous allez mettre dans ces listings-là. On y reviendra après. En sachant qu'un agent bénéficiaire de l'obligation d'emploi compte pour une unité. Même s'il a plusieurs statuts qui lui offrent différents droits de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, il ne compte qu'une seule fois. Peu importe le nombre de qualités qu'il a. Il y a un cas particulier qui est pour les agents de plus de 50 ans. Je vous l'expliquerai juste après. Et pour chaque bénéficiaire, pour pouvoir le déclarer, il faut que vous puissiez justifier que vous ayez son statut, en fait, le document qui justifie de sa qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi au 31 décembre 2024. Le document doit être valable en cours de droit. Et vous devez conserver ce document pendant 5 ans. Donc, si vous n'avez pas le document, vous ne pouvez pas déclarer votre personne comme étant présente à l'effectif. Par rapport à la campagne de l'obligation d'emploi. Ah, j'ai des micros qui sont allumés. N'hésitez pas à couper si possible ou alors à intervenir. Il n'y a pas de souci. Donc, la campagne est ouverte depuis le 1er février 2025. Elle se finit. Ah, je suis désolée, j'ai un micro ouvert. Je vais essayer. Est-ce que vous pouvez couper vos micros? J'ai coupé le micro de tout le monde, je m'en excuse. Si vous voulez participer ou intervenir, n'hésitez pas à lever la main ou allumer vos micros. Je vois des mains levées. Est-ce que c'était par rapport à la question de tout à l'heure ou est-ce que c'est qu'il y a des interrogations actuelles? Les officiels, ils étaient confiés. Ouais, c'est Guillaume qui a pris le temps de dire. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez rebaisser vos mains. Il n'y a pas de souci. Alors, donc, comme je le disais, la campagne est ouverte depuis le 1er février. Elle se termine au 30 avril 2025 et donc les contributions financières des employeurs doivent être payées justement au maximum au 30 avril 2025. Je suis désolée, j'ai un micro qui se réouvre constamment. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Espérons que ça dure. Pardon pour ces petits problèmes techniques. Alors, en cas de fusion, parce qu'il y a des établissements qui fusionnent, c'est la nouvelle structure en fait qui est issue du regroupement qui a l'obligation de faire la déclaration en reprenant finalement la totalité des biens, des droits et des obligations des établissements publics auxquels elle se substitue. Et donc elle doit être réalisée en totalisant, la déclaration doit être réalisée en totalisant les effectifs présents au 31 décembre dans chacune des structures. Tout ça, c'est cadré. Quels sont les documents que vous devez préparer si vous devez faire votre déclaration d'emploi? Déjà, première chose, vérifiez que vous êtes bien inscrite et vous avez vos codes d'accès vis-à-vis de la plateforme PEPS, parce que c'est le point d'entrée pour la déclaration, comme je le disais tout à l'heure. Préparez ensuite différents éléments dont vous allez avoir besoin. Déjà, votre effectif en équivalent temps plein au 31 décembre 2024, ce qui va vous permettre de savoir si vous êtes soumis à l'obligation d'emploi ou pas. Aussi, votre effectif total rémunéré, le nombre d'agents que vous avez au 31 décembre 2024. Pourquoi est-ce qu'on parle cet ETR? Parce que c'est ce nombre en fait qui va être utilisé pour vous déterminer le taux d'emploi de travailleurs handicapés. Je vais y revenir après. Allez chercher le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi que vous avez au 31 décembre 2024 avec tous les justificatifs qui va vous permettre en fait de savoir comment répartir vos bénéficiaires de l'obligation d'emploi, notamment pour la dernière partie qui est le recueil statistique demandé par le FIP. On peut en plus adjoindre à ça des dépenses 2024 que l'on peut valoriser pour réduire la contribution financière. Je vais vous l'expliquer juste après.
Il y a une hotline, il y a une adresse mail spécifique par rapport au FIP, parce que vous verrez ce matin, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout, parce que c'est très technique et que vous n'êtes pas tous soumis à l'obligation d'emploi au vu des personnes inscrites. Donc, je vous donne un package avec des informations de base, et si besoin d'éléments complémentaires très techniques pour calculer vos contributions, etc., là, il faudra vous tourner vers le FIP directement. Alors, petit point de vigilance. Les typologies d'agents que l'on ne comptabilise pas, que vous ne comptabilisez pas dans vos ETP et dans vos ETR, ce sont ces différents profils. Les élus avec des indemnités de fonction ne sont pas comptés. En fait, on vient vraiment comptabiliser les agents plutôt sur des postes permanents. Du coup, les apprentis, les contrats aidés, c'est pareil. On ne vient pas les comptabiliser justement par rapport à l'obligation d'emploi, en tout cas dans le calcul. Les services civiques, les agents détachés de la collectivité, vos agents les stagiaires. Alors, les stagiaires, pas les stagiaires de la fonction publique, on parle des stagiaires d'école, en fait, que vous pouvez avoir dans vos effectifs. Vos agents qui sont en disponibilité, les agents qui ne sont pas titulaires et qui sont en remplacement, en fait, d'agents permanents, momentanément indisponibles. Après, on a deux choses particulières par rapport au personnel médicaux, en fait, dans les établissements publics sociaux et médicaux. Pour les CDG, nous aussi, on a des particularités, ce qu'on ne comptabilise que les agents non permanents. Et on ne prend pas non plus en compte les agents qui ne sont pas titulaires, qui sont affectés sur des emplois non permanents, dès lors, en fait, qu'ils n'ont été rémunérés que pendant moins de 6 mois au 31 décembre 2021 sur l'année complète. Voilà, c'est des petits cas particuliers qu'il faut avoir en tête. Finalement, un élément important qu'il faut vraiment dont il faut avoir conscience et qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on dissocie bien cet ETR de cet ETP, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le TP, c'est vraiment vos équivalents temps plein qui vont vous permettre de calculer si vous êtes soumis à l'obligation d'emploi. Donc là, vous proratisez en fait le chiffre attribué par rapport à la quantité de travail de vos agents. Un agent qui est à 80% va être comptabilisé à 0,8 et non pas à 1 parce qu'il n'est pas là à temps plein. 1, c'est pour un temps plein. Alors que l'effectif total rémunéré que vous allez utiliser pour calculer votre taux d'emploi, on vient comptabiliser un agent pour une unité, peu importe le nombre d'heures qu'il effectue. Donc votre agent à 80% comptera pour une unité quand on est en effectif total rémunéré. Donc si je résume ce que j'ai dit avant, votre TP est inférieur à 20. Vous n'êtes pas assujetti à l'obligation d'emploi, donc vous n'avez pas à faire la déclaration d'emploi de travailleur handicapé, sauf si vous avez reçu une lettre d'appel du FIP. Votre TP est supérieur ou égal à 20. Là, vous êtes assujetti à l'obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés dans votre effectif. Vous devez effectuer cette déclaration d'emploi. Et donc, pour savoir quel est le taux d'emploi, vous calculez votre ETR, votre effectif total rémunéré fois 6%. 6%, c'est l'obligation légale. Et ça va vous donner le nombre légal de bénéficiaires de l'obligation d'emploi que vous devez avoir dans vos effectifs. Un petit schéma, un petit exemple, c'est toujours plus parlant. Au 31 décembre 2024, je vous ai pris une collectivité fictive qui rémunère 20 agents à temps plein, 2 agents à 80%, un agent à 75% et 2 à 60%. Je me suis amusée, hein. Du coup, l'équivalent en effectif total rémunéré, donc en personne physique présente, vous avez 25 agents. On est bien d'accord, 20 plus 2 plus 2 plus 1. Votre effectif total par rapport en équivalent temps plein, votre ETP. Votre ETP, il est de 20 fois 1 parce qu'on a 20 agents à temps plein, 2 fois 0,8, 2 agents à 80%, 1 fois 0,75 et 2 fois 0,60, ce qui nous fait un ETP de 23,55. Donc là, sur cette situation-là, on est bien d'accord que l'ETP étant supérieur à 20, eh bien, la collectivité est obligée, enfin, doit répondre à cette obligation d'emploi de travailleur handicapé. Pour calculer son taux d'emploi, eh bien, on reprend l'ETR, donc les 25 agents, vraiment l'effectif physique, fois 6%. Et donc, on obtient le chiffre de 1,5. Donc, la collectivité doit avoir 1,5 personnes, en fait, ayant ce statut de travailleur handicapé, en tout cas de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. C'est là-dessus, en fait, que va se calculer la contribution. Sachant que maintenant, depuis 2018, il y a eu quelques modifications. C'est vraiment le taux d'emploi qui détermine cette contribution et on peut aller réduire cette contribution si on ne la remplit pas complètement par en fait des dépenses qui sont déductibles. Je ne suis pas rentrée dans les détails, je vous ai mis les trois types de dépenses en sachant que ce sont les deux premières qui peuvent à la rigueur vous concerner.
Là, l'idée, c'est de valoriser finalement les actions que vous pouvez avoir mises en place par rapport justement aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Est-ce que vous faites des dépenses de fourniture, vous faites de la sous-traitance, vous prenez des prestations auprès d'établissements adaptés, auprès des AT, auprès de travailleurs indépendants handicapés, en sachant que ce qui sera pris en compte est plafonné. En fait, il y a un pourcentage maximum que l'on peut prendre en compte par rapport au taux d'emploi qui va vous rester à répondre. C'est entre 50 et 75%. Les dépenses affectées à l'accueil, l'insertion et le maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés, là c'est pareil, il y a plusieurs catégories de dépenses que l'on peut valoriser. Est-ce qu'il y a eu des aménagements de postes pour lesquels il n'y a pas eu d'aide financière? Est-ce qu'il y a eu des aides par rapport à l'accessibilité en fait, d'un poste de travail pour un agent? Est-ce qu'il y a eu des actions de sensibilisation qui vont engendrer un coût pour lequel, pareil, on n'a pas d'aide financière? Là, on peut venir comptabiliser ces dépenses-là et il y a un pourcentage, c'est maximum 10%, qui vont pouvoir être pris en compte pour réduire la contribution. Et après, là, on est plutôt sur des structures qui dépendent de l'éducation nationale par rapport à des dépenses sur des personnels affectés à des missions d'aide, d'accueil, d'intégration d'élèves ou d'étudiants. Donc voilà. Donc clairement, quand on effectue la déclaration, il y a 3 phases. Vraiment, on fait cette déclaration pure, on vient lister tous ces éléments que je vous ai expliqués tout à l'heure, les ETP, les ETR, les bénéficiaires que l'on a à l'effectif, les dépenses potentielles. Il y a une seconde partie qui vient s'afficher où là, du coup, c'est toute la partie statistique, où là, le FIP vient vous questionner sur la typologie de bénéficiaires de l'obligation d'emploi que vous avez dans vos effectifs, le genre, le sexe, enfin le genre, oui, c'est la même chose, le genre, l'âge, etc., la typologie de documents. Et après, vous venez valider votre déclaration annuelle en sachant que à l'issue de la saisie, vous validez les éléments, que vous pouvez de toute façon modifier tous ces éléments sur toute la durée de la période de saisie, donc jusqu'au 30 avril. Vous pouvez toujours venir modifier votre déclaration même si vous l'avez validée. Et tout au long de l'année, à chaque année, vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, effectuer une simulation potentielle de la contribution qui serait due, en sachant que cette contribution, elle est payable avant la fin de la période de déclaration si vous le souhaitez. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, on vient se connecter à la plateforme PEP. Normalement, vous devez connaître cette plateforme avec vos identifiants et votre mot de passe. Et vous avez en fait cet onglet, hop là, je vais prendre mon petit pointeur, déclaration sur le côté. Et voire même sur votre page d'accueil, vous avez la DOTH qui vient directement se mettre. Et donc, vous cliquez sur déclarer. Et vous verrez que vous avez 3 onglets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous avez la partie déclaration, où vous venez vraiment reprendre les éléments que vous avez calculés, votre TP, votre TR, le nombre de bénéficiaires que vous déclarez présents au 31 décembre, avec un cas particulier pour les personnes de plus de 50 ans, je vais vous y expliquer tout à l'heure, qui peuvent en fait être valorisées à 1,5 unité sur la première fois que vous les déclarez bénéficiaires de l'obligation d'emploi de plus de 50 ans, soit parce qu'ils viennent d'être recrutés, ils ont plus de 50 ans, et donc vous pouvez le valoriser la première fois, soit parce que votre agent euh, âgé de 50 ans est devenu en fait bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Et là, du coup, c'est pareil, on peut venir le valoriser. Et au lieu de compter pour une unité, il compte pour 1,5 unité une fois. Vos dépenses potentielles, vous venez ici les calculer par rapport aux 2 types de dépenses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc les fournitures, les sous-traitances, les prestations. Là, ici, vous avez ensuite les 4 petits points qui sont liés au type 2, les aménagements de poste, l'accessibilité, le maintien dans l'emploi. Et cette partie-là, mais du coup, qui concerne plutôt, comme je disais tout à l'heure, les établissements de l'éducation nationale. Le deuxième onglet, ce sera la répartition des bénéficiaires. Et après, vous aurez une synthèse et vous venez valider le tout à la fin. Sachez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est soumis à l'obligation d'emploi, la déclaration est obligatoire. Vous devez faire votre DOTH, c'est obligatoire. Peut-être que les employeurs publics se diraient, bah, si je ne la fais pas, je ne risque rien. Eh bien si, à défaut de réalisation de la déclaration et à défaut de régularisation, parce que le FIP vous envoie en fait une mise en demeure, vous avez un mois en fait pour après régulariser la situation. Si vous ne le faites pas, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas son obligation légale d'emploi. Et donc là, il y a une contribution forfaitaire qui vient lui être appliquée selon une formule en fait qui est identifiée par le FIP. On vient calculer votre taux d'emploi. On prend les 6% de votre effectif total rémunéré. On vient lui appliquer un coefficient qui est de 400, 500 ou 600 en fonction en fait de la taille de la collectivité.
Donc, le premier coefficient 400, c'est pour les employeurs qui ont entre 20 et 249 agents, donc la majorité pour ceux qui y sont soumis aujourd'hui, qui sont en réunion. On vient multiplier ça par le taux de horaire du SMIC au 31 décembre de l'année N-1. Et ça vous donne un montant que vous devez payer au FIP, de toute façon, que vous ayez ou pas des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans vos effectifs, parce que vous n'avez pas répondu à l'obligation, en tout cas la déclaration. Typiquement, une unité manquante sur une collectivité qui a 20 agents, imaginons 20 ou 21 agents, il va vous manquer 6% de votre effectif, donc 1,26 unités pour une collectivité de 21 agents, et la contribution financière qui sera à payer, ce sera 1,26 fois 400 fois 11,88 € qui était le SMIC horaire au 31 décembre, et là, on vient de voir au FIP presque 6 000 €. Alors que peut-être que potentiellement, il y a des bénéficiaires dans l'effectif. Donc, c'est important de se dire qu'il faut réaliser cette déclaration, peu importe la situation, dès lors qu'on est soumis à l'obligation d'emploi. Comme je le disais, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce qu'après, c'est très technique. Le FIP a mis en place différents outils d'aide qui sont vraiment très bien faits. Tous les ans, c'est remodelé. Vous avez une aide générale, en fait, un document aide générale justement pour la déclaration, qui est un document de papier qui revient reprendre tous les éléments très en détail. Vous avez aussi une foire aux questions et cette année, ils ont sorti des tutos, des petites vidéos en fait de 5-6 minutes sur plusieurs thématiques en lien avec la déclaration d'emploi de travail handicapé que vous pouvez aller voir en ligne. Je vous ai mis les liens de toute façon, hein, vous recevrez le support de présentation. Et si jamais vous avez un souci par rapport à la déclaration d'emploi en elle-même, hein, c'est vraiment quand vous la réalisez. Il y a le service de recouvrement du FIP qui est également disponible via une adresse mail qui est spécifique que je vous ai mis là. Donc voilà les grandes lignes de cette obligation d'emploi et cette déclaration. Est-ce que par rapport à cette partie, vous avez des questions? Alors, je viens d'ouvrir le chat pour voir. Est-ce qu'il y a des mains levées? Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, s'il n'y en a pas, je vais aller sur la seconde partie où là, on va vraiment parler du statut de travailleur handicapé et de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Alors, quand on parle de handicap, globalement, si je vous demandais à quoi vous allez penser, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont m'indiquer, bah, on pense au fauteuil roulant, forcément. C'est un peu l'image qui est renvoyée du handicap, c'est aussi le logo qui est utilisé, donc on pense que c'est ça. Mais au final, ce logo ne reflète pas la majorité des situations de handicap et des personnes en situation de handicap. Alors j'ai une petite vidéo de sensibilisation, j'espère que ça va fonctionner. Je veux bien à la rigueur que vous leviez la main pour me dire que ça fonctionne. Je vais lancer la vidéo, j'espère que vous avez le son et on va essayer de voir ce que ça donne. Là. Est-ce que vous entendez? Est-ce que ça roule pour vous? Merci. Alors, j'ai compris qu'il n'y avait pas de son, donc je vais essayer de redémarrer la vidéo. Hop. Et je vois des techniques. Tu vas voir. Ah, attendez, je la remets. Est-ce que vous avez le son cette fois? Elle est censée arriver à quelle heure, la nouvelle? D'après toi, c'est quoi son handicap? Bah, un fauteuil roulant, j'imagine. Oh non, j'espère que c'est pas ça. Attends, déjà qu'on n'a pas de place dans ce bureau. Ouf, le handicap moteur, c'est que 16% des cas. Moins que les maladies psychiques. Tu vas voir qu'ils vont nous coller une psychotique. T'imagines l'horreur? Si on la contrarie, oh! Tu m'écoutes? Hein? Mon ordinateur s'est bloqué. Laisse faire la pro.
jamais vu un truc pareil. Allez, avec un peu de chance, ça sera bigleuse ou sourdingue. Comme ça, au moins, on pourra continuer à papoter tranquille. En tout cas, pas question de bosser 2 fois plus pour compenser sa lenteur et ses horaires adaptés. Y a pas marqué pigeon. On ne sait peut-être pas à quoi elle ressemblera, mais ça m'étonnerait qu'elle soit capable de réparer ton ordinateur. Bonjour, c'est bien ici la compta? Sophie, enchantée. Yann et Nina, Oh, bienvenue. merci. C'était super lourd. Cool. Ils ont déjà installé ma session. On s'y met. Vous m'expliquez? Ça va être compliqué. Mon ordinateur est HS. Faut que j'appelle la maintenance. Eh, tu sais ce que c'est, ils seront jamais là avant midi. Tu permets. Laisse tomber. Même moi j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Et voilà. Hein? Mais dis donc, t'es super balèze. Moi qui pensais qu'on allait avoir une collègue handicapée. La direction a dû nous faire une blague. C'est pas ce que je voulais dire. Ah non, je me fiche complètement de ton handicap. Enfin, non, bah, je veux dire... non, ça me dérange pas du tout. Enfin, oh, excuse-moi, je... Vous vous attendiez à quoi? Tout le monde a des préjugés. C'est pas grave. Moi, par exemple, j'avais peur de tomber sur des collègues médisants. Franchement, je suis bien contente de m'être trompée. Je crois qu'on a tous besoin d'un petit café. C'est ma tournée. Donc peut-être que cette vidéo vous a fait réagir ou vous rappelle des situations que vous avez vécues. C'est dommage parce que du coup, je n'ai pas beaucoup de réactions de votre part de par ce format en visio. Mais je suppose que ça vous a peut-être fait un peu sourire. Si quelqu'un souhaite intervenir, n'hésitez pas. Mais souvent, c'est la partie où je me sens un peu seule. En tout cas, comme on constate, on a tous des préjugés ou des images qui sont liées à ce statut de travailleur handicapé. Mais ce que dit le texte, ce que dit la loi et ce que dit le Code du travail, c'est qu'est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont réduites du fait de l'altération d'une ou de plusieurs de ses fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Donc, on voit bien qu'on va au-delà en fait, du fauteuil roulant. Et là, typiquement, dans la situation qu'on vient de voir en vidéo, Sophie, elle a une pathologie auditive. En fait, elle est malentendante, ce qui peut la mettre en situation de handicap, même si du coup, il y a un moyen de compensation qui est mis en place parce qu'elle est appareillée, mais qui peut quand même engendrer des difficultés. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est en France, à peu près, on compte 12 millions de personnes qui vivent avec un handicap. Donc, c'est quand même une vraie réalité. Et c'est quelque chose qui peut arriver en fait à tout le monde. Si je vous demande, alors c'est là où je vais vous demander des mains levées, quelles sont les premières causes à l'origine des déficiences, en gros des pathologies, des soucis de santé? Je vais vous proposer 3 choix, les maladies ou les accidents de la vie, du coup, accident du travail ou maladie pro, ou alors le vieillissement. Parmi vous, qui pense que ce sont les maladies et les accidents de la vie qui sont dans les premières causes à l'origine des pathologies ou des déficiences? Qui lève la main? Qui pense que c'est cette réponse? J'ai 3 mains levées. 5, 7. OK. Est-ce que vous pouvez baisser vos mains, s'il vous plaît? Je vous fais jouer à distance. Alors, j'ai encore 2 mains levées. Qui pense que ce sont les accidents du travail ou les maladies pro qui sont dans les premières causes, en fait, de pathologies, de soucis de santé, de déficience? Pareil, levez les mains, si vous voulez bien. J'ai une personne de plus. C'est plus timide. Très bien. Et si on prend le 3e choix, du coup, le vieillissement de la population, le vieillissement des personnes, qui du coup fait partie des premières causes, qui pensent que en tout cas ça fait partie des premières causes de déficience. Pareil, levez la main. C'est plus timide. Alors, en effet, ça change un peu de d'habitude, c'est super, vous êtes vraiment très bon. Les premières causes, en effet, principalement, on est sur les maladies et les accidents de la vie.
Et bien évidemment que le vieillissement des personnes et l'allongement de la durée de vie au travail, forcément, peut aggraver ces situations, mais ce ne sont pas forcément les accidents de travail et les maladies pro qui sont les premières causes de déficience. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, bien évidemment, mais en effet, ça peut arriver à tout moment de la vie et ça peut arriver à tout le monde. Qu'est-ce qu'on met finalement derrière une situation de handicap? Eh bien, il y a plein de situations, plein de déficiences, plein de pathologies diverses et variées, plein de familles de pathologies. Déjà, on peut parler de tout ce qui est plutôt déficience psychique. Avant de parler de maladie mentale, on en parle un peu moins, mais voilà, vraiment les pathologies plutôt psychiques. On peut aussi mettre derrière cette étiquette de handicap et travail handicapé les pathologies invalidantes. Quelqu'un qui souffre, on en connaît tous, hein, qui a eu un cancer avec des traitements, spondylarthrite ankylosante, des problèmes au niveau des rhumatismes inflammatoires, etc. Ça, c'est assez courant comme situation. Je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui a une pathologie invalidante qui, à un moment donné, peut altérer sa situation de santé et engendrer un frein dans sa vie. Les pathologies auditives, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, il n'y a pas que les personnes complètement sourdes et malentendantes. Les personnes qui sont... il n'y a pas que les personnes complètement sourdes qui ont des difficultés. Les personnes malentendantes aussi, même si elles sont appareillées, il peut y avoir des contraintes résiduelles. Les pathologies plutôt visuelles, donc les personnes qui sont malvoyantes ou complètement cécitées, les déficiences intellectuelles, les allergies. Alors ça peut paraître un peu surprenant les allergies, mais si vous développez une allergie qui engendre une contrainte dans votre travail, typiquement pour avoir déjà accompagné, il fut un temps, quelqu'un dans cette situation, par exemple, j'avais accompagné il y a 12 ans un boulanger qui a développé en fait une allergie à la farine à cause d'un traitement. Eh bien, vous vous doutez bien qu'il était bien en peine pour assumer ses missions de boulanger. Donc là, il a fallu revoir sa situation de travail. Les personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires, et bien évidemment les déficiences motrices. Alors, je vous ai mis le fauteuil roulant, mais il n'y a pas que les difficultés motrices, les personnes à mobilité réduite, les problèmes de canal carpien, problèmes d'épicondylite, problèmes au niveau des épaules, problèmes au niveau du dos. Je pense que là, quand on dessine tout ça, on se rend compte que finalement, plein de situations peuvent justifier d'un statut de travailleur handicapé, d'une situation de handicap. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même plus de la moitié des situations qui ont ont pour origine une maladie invalidante qu'on acquiert en cours de vie, en fait. Comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas parler, c'est vrai, il y a le diabète également, l'hypertension. Et en fait, il n'y a que 15% des handicaps qui sont de naissance. Donc, ça veut quand même bien dire que 85% des autres handicaps arrivent en cours de vie, en cours de route. Et l'information qu'il faut vraiment retenir après cette visio, c'est de se dire quand même et de se rappeler à chaque fois que 80% des situations de handicap sont invisibles. Donc si elles sont invisibles, ça veut dire certes qu'on ne les voit pas, mais ça veut dire que même quand on le sait, on peut oublier parce que on ne le voit pas, encore une fois. Donc ça, c'est quelque chose à avoir vraiment en tête et ça va introduire les propos d'après. Donc comme je le disais, je vous ai donné la définition du statut de travailleur handicapé tout à l'heure, qui est dans le Code du travail. Il faut retenir qu'elle est accordée, ce statut est accordé à toute personne qui a vraiment une déficience, quelle qu'elle soit, physique, sensorielle, psychologique ou intellectuelle. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, il y a une pathologie, ça engendre une incapacité totale ou partielle dans une situation de travail donnée, et ça, c'est la partie de la phrase qui est la plus importante, et bien là, on peut être reconnu travailleur handicapé. Traduction, mon boulanger qui développe son allergie à la farine, il est en situation de handicap aujourd'hui de par sa situation de travail donnée. Par contre, il se reconvertit, il part sur un métier administratif, il devient secrétaire de mairie, je vous dis n'importe quoi. Là, l'allergie à la farine ne pose plus de soucis. Donc, le statut de travailleur handicapé n'est plus justifié. On est bien sur une pathologie avec des conséquences et des séquelles sur une situation de travail donnée. Et c'est là où, s'il y a une inadéquation, le statut peut, en tout cas, ça peut justifier une demande de statut de travailleur handicapé. La réalité de tout ça, c'est que c'est un statut administratif et que ça ne change pas le fait que vous avez devant vous une personne qui a des compétences professionnelles qui sont mobilisables, pour lesquelles elle a été recrutée ou elle sera potentiellement recrutée. Peut-être juste qu'à un moment donné dans sa vie ou de son parcours pro, elle a besoin d'un accompagnement avec des professionnels adaptés, des mesures de compensation spécifiques, et que son état de santé justifie qu'à un moment donné dans sa carrière, à un instant T, eh bien, il y a un besoin de faire reconnaître justement cette situation de santé pour essayer de trouver des solutions dans l'emploi. Donc ça, c'est le statut de travailleur handicapé globalement. Pour reprendre un peu le lien avec la présentation juste avant de l'obligation d'emploi, on parle en fait, nous, de bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans les textes. Et ce sont tous ces typologies de situations qui, justement, entrent dans le cadre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et que l'on vient regarder pour voir si on est soumis à l'obligation d'emploi.
Typiquement, quels sont les justificatifs que peuvent vous donner vos agents? Déjà, le premier gros pourvoyeur, si je peux dire, c'est pas péjoratif, hein, dans ma façon de faire, mais c'est la maison départementale des personnes handicapées qui octroie une majorité, hein, de justificatifs, avec notamment la première qui est la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. C'est le document que vous voyez certainement le plus. La MDPH octroie aussi ce qu'on appelle maintenant la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité. C'est seulement cette mention invalidité qui peut donner droit en fait à un statut équivalent et donc bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Toutes les personnes qui sont également bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, l'AH, qui est octroyée par la MDPH, c'est un statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Et on a d'autres voies d'accès avec ce que j'ai mis en violet qui est vraiment spécifique à la fonction publique. Toutes les personnes qui ont une pension d'invalidité attribuée par la sécurité sociale, hein, par l'assurance maladie, c'est un justificatif équivalent à une RQTH. On est bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Tous les salariés ou les agents qui ont eu un accident de travail, un accident de service, une maladie professionnelle, qui du coup leur donne droit à une rente parce qu'ils ont un taux en fait d'incapacité supérieur à 10%, et donc il y a cette rente, eh bien, c'est un statut équivalent en fait à la RQTH. On est sur un statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. On a également les allocations et rentes d'invalidité pour les sapeurs-pompiers. Et on rajoute à ça 3 situations plus spécifiques chez nous, qui sont les personnes qui ont bénéficié d'une ATI, qui du coup, c'est pareil, c'est un droit équivalent à la RQTH, c'est un justificatif de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Nos agents reclassés ou en période préparatoire de reclassement, je vais y revenir après, et les agents qui sont recrutés avec des contrats aidés, en fait, avec des aides de l'État. Je vais revenir rapidement sur chaque statut, mais voilà, c'est pour vous montrer que finalement, vous pouvez aller regarder dans vos effectifs toutes les typologies de statuts que vos agents pourraient avoir, et donc c'est ça que vous venez quantifier. Donc la RQTH, c'est celle que vous connaissez certainement le plus. Elle est vraiment attribuée par la MDPH sur décision d'une commission, en fait, qu'on appelle la CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Ce statut de travailleur handicapé est octroyé avec en fait une orientation professionnelle. La MDPH vient en fait voir si la personne doit plutôt être orientée vers un milieu protégé. Est-ce que sa situation de santé justifie justement qu'elle soit accompagnée et qu'elle soit orientée en ESAT, ou est-ce qu'elle est en capacité de travailler en milieu ordinaire de travail comme vous et moi, donc là c'est-à-dire sur le marché du travail global, voire même est-ce que sa pathologie et du coup les conséquences et aujourd'hui les soins qui sont nécessaires pour travailler un projet pro nécessitent une orientation vers un centre de rééducation professionnelle. Tout ça, ça vaut comme statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une rente d'invalidité pour accident de travail ou maladie pro parce qu'on a un taux d'IPP supérieur à 10%, c'est pareil, c'est un statut bénéficiaire. Donc là, il faut avoir le justificatif justement qui identifie le taux d'IPP et qui indique bien qu'il y a une rente qui est attribuée, qui doit du coup être en cours d'attribution au 31 décembre 2024, si je reprends le lien avec l'obligation d'emploi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les titulaires de la pension d'invalidité octroyée par la Sécu, en sachant qu'on a 3 types de pensions d'invalidité au niveau de la sécurité sociale. Hein. Pension d'aval de première catégorie, de deuxième ou de troisième. Les personnes en troisième catégorie, vous ne les verrez pas, elles sont en incapacité de travail parce qu'elles ont besoin d'une tierce personne pour vivre en fait. Les premières ou deuxième catégories, alors le code de la sécurité sociale n'est pas le même que le code du travail. Le code de la sécurité sociale dit que la situation de santé réduit d'au moins les 2 tiers de la capacité de la personne au travail et donc elle ne peut plus travailler. Nous, la réalité dans le code du travail, c'est que ces personnes travaillent souvent encore, mais plutôt à temps partiel, enfin à temps non complet pour nous, ou à temps partiel. Et en fait, elles ont un montant maximum de rémunération à ne pas dépasser pour pouvoir cumuler leur temps partiel et leur pension d'invalidité de la Sécu. Donc là, c'est pareil, pour l'obligation d'emploi et la déclaration, c'est la date d'attribution de la pension qui vaut en fait comme début de validité de ce justificatif-là. La MDPH octroie du coup les cartes mobilité inclusion et maintenant on a carte mobilité inclusion avec la mention invalidité qui est celle-ci qui est valable comme statut équivalent et donc bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Les allocations adultes handicapés, pas grand-chose à dire de plus. Notre fameuse allocation temporaire d'invalidité de la fonction publique, donc cette ATI, je vous rappelle qu'elle est versée en fait en plus du traitement de l'agent
dès lors que le fonctionnaire en fait a subi un accident de travail, une maladie pro, et qu'il a repris son activité et qu'il a quand même une incapacité, enfin, en tout cas il y a des séquelles par rapport à cet accident, donc c'est ça que l'on vient valoriser. Et donc là c'est pareil, c'est la date d'attribution de cet ATI qui est nécessaire pour voir si vous pouvez l'intégrer dans vos bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et j'en arrive à 3 cas particuliers. Que je vous ai finalement un petit peu évoqué juste avant. Les agents qui bénéficient de contrats aidés avec des aides de l'État, nos apprentis, les contrats aidés, les contrats PEC, les parcours emploi compétences, donc notamment les CUI, les CAE. La deuxième catégorie de cas particuliers, les agents qui ont bénéficié d'un reclassement ou qui ont été en période préparatoire au reclassement. Et je vais vous faire un petit focus sur les agents de plus de 50 ans, mais au final, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, donc ça ne va être que de la redite. On peut valoriser en tant que bénéficiaire de l'obligation d'emploi les agents qui ouvrent droit à des aides de l'État. Sachant que je vous rappelle, on ne prend pas en compte ces agents pour calculer l'effectif total rémunéré et calculer votre TP. Donc on ne le prend pas en compte pour calculer votre obligation d'emploi, mais par contre vous pouvez les valoriser pour répondre à votre obligation d'emploi. C'est ce que le législateur a permis. 3 conditions sont nécessaires par contre. Bien évidemment, il faut que votre personne qui a été recrutée en contrat aidé ait la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Donc, il faut qu'elle justifie d'un des statuts que l'on vient de voir jusque-là. Il faut que cette personne soit présente dans les effectifs au 31 décembre 2024, donc de l'année N-1. Et il faut qu'elle ait été rémunérée au moins 6 mois entre le 1er janvier et le 31 décembre, même si ce sont des périodes discontinues. Donc là, c'est aussi intéressant de vous questionner sur ces profils-là. Donc, on ne les prend pas en compte pour calculer vos effectifs, vos DTR, mais on peut les valoriser quand même pour justement remplir l'obligation d'emploi et donc réduire la contribution. Idem pour nos agents reclassés. Qu'est-ce qu'on entend par agent reclassé ? On parle d'un reclassement point de vue statutaire, c'est-à-dire que on est sur un processus de changement d'emploi d'un fonctionnaire qui est motivé par l'altération de son état de santé, qui du coup conduit à une modification de sa situation statutaire, donc votre agent change de grade. Ce reclassement statutaire, c'est pas un agent qu'on réaffecte à un moment donné sur d'autres missions dans le même grade, on est bien sur quelque chose qui vient modifier le statut et on ne justifie d'une situation de reclassement statutaire que les situations pour lesquelles on a eu en fait un avis du conseil médical, un avis médical qui appuie sur l'inaptitude de l'agent à occuper ses fonctions et donc la nécessité de travailler sur un projet de reclassement. En sachant que du coup, dans les solutions de reclassement qui existent dans la fonction publique, on a ce dispositif de période préparatoire au reclassement, cette PPR, qui existe depuis 2019 pour nous dans la fonction publique, et qui a été modifiée par le décret de 2022 pour la territoriale, qui vient en fait vous permettre d'accompagner vos agents qui ont été déclarés inaptes à l'exercice de leurs fonctions, mais pas inaptes à toutes les fonctions de tout, bien évidemment. Ce sont des agents qui peuvent encore être employables sur d'autres champs que leurs fonctions. Eh bien, vous pouvez, vous devez même, je vais aller jusque-là, vous devez, dès lors qu'ils ont été déclarés inaptes par le conseil médical, leur proposer cette PPR, qui est une période d'une durée d'1 an maximum, sauf certaines situations avec des arrêts, avec un maintien du traitement. Et c'est une période pendant laquelle en fait, vous accompagnez vos agents à travailler un projet de reclassement, de reconversion. La finalité n'est pas forcément qu'il ait une solution de reclassement à l'issue dans votre collectivité. Ça peut aussi être de l'aider à travailler un projet pour aller demander une mutation, un détachement, etc. Mais en tout cas, trouver une issue plutôt dans la fonction publique. Et donc, c'est une obligation pour vous, employeur, de le proposer à vos agents dès réception de l'avis du conseil médical qui statue sur l'inaptitude de votre agent. Et dans la territoriale, cette période préparatoire au reclassement est accompagnée par le centre de gestion. Donc là, il y a une convention à signer entre l'employeur public territorial, l'agent et nous, CDG, et on peut vous accompagner justement par rapport à l'accompagnement de cet agent dans cette PPR. Donc, en tout cas, ces agents qui ont bénéficié d'un reclassement ou qui sont en période préparatoire en reclassement, donc sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi. En tout cas, c'est un équivalent dans la fonction publique et donc on peut aussi valoriser ce statut-là dans l'obligation d'emploi et la déclaration. Et notre troisième cas, finalement, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ce sont nos agents de plus de 50 ans qui peuvent être comptabilisés comme une unité et demie et non pas une unité comme tous les autres. Du moment où ils passent le cap des 50 ans,
Donc, ils font leur première demande de statut de travailleur handicapé en ayant plus de 50 ans, ou alors vous venez de le recruter sur l'année N-1, et il a ce statut de travailleur handicapé en ayant plus de 50 ans. Et là, on comptabilise une fois comme 1,5. Voilà. Donc, finalement, on voit qu'on a une obligation d'emploi pour les employeurs. Par contre, ce que j'entends très souvent dans mes interventions, maintenant depuis quelques années, c'est ben oui, mais par contre, à l'inverse, les agents ne sont pas obligés de se déclarer et de donner leur justificatif auprès de leur employeur. Et oui, c'est vrai, en effet. Un agent n'est pas tenu forcément de vous dire qu'il est reconnu travailleur handicapé. Et il y a beaucoup d'agents qui ont peur, en fait, finalement, de donner cette information à l'employeur. Pourquoi? J'ai envie de dire, il y a des choses qui sont que l'on comprend très vite. Déjà, première chose qu'il faut dire en tant qu'employeur, RH et même finalement citoyen, hein, c'est qu'il peut aussi être difficile déjà d'assumer son handicap. Déjà pour la personne elle-même, accepter qu'on ait une situation de santé qui se dégrade, qu'on ait à un moment donné dans sa vie quelque chose qui vient engendrer des difficultés de par un état de santé, ça peut être compliqué déjà à accepter pour la personne. Et il faut un temps d'acceptation. On a tout un deuil à faire, hein. C'est les mêmes principes que les phases du deuil ou du changement. On est sur un changement qu'il faut accepter. Donc déjà pour la personne, c'est pas simple. Là, vous voyez, c'est bien illustré par l'image. On a quelqu'un qui est un peu dans le déni par rapport à sa problématique de lisibilité sur son ordinateur. Bien évidemment, autre fait qui peut rentrer en ligne de compte, il y a plein de préjugés par rapport au handicap, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est beaucoup sur des situations de handicap invisibles. Et donc, les gens oublient qu'on a des soucis de santé, ne le savent pas forcément, et en fait, rapidement peuvent venir juger de comportements, de réactions que les personnes peuvent avoir, qui peuvent être débordantes, qui peuvent être mal interprétées, alors qu'en fait, elles ont des douleurs, elles ont un traitement qui peut venir limiter, qui peuvent engendrer des lenteurs en fait, d'exécution, qui peuvent engendrer à un moment donné une irritabilité parce qu'on a des douleurs à gérer, parce que la nuit a été compliquée. Sauf que voilà, en tant qu'être humain, la facilité, c'est qu'on est quand même très souvent dans des préjugés, dans du jugement en fait, parce qu'on ne sait pas et parce qu'on ne le voit pas. Et puis, il peut aussi y avoir des employeurs qui peuvent avoir des propos, même des collègues ou des RH ou des managers, qui peuvent avoir des propos culpabilisants aussi pour ces personnes-là. C'est-à-dire que si on a pu voir, là typiquement l'illustration, c'est qu'il y a quelqu'un qui a bénéficié d'un aménagement de poste. Donc on se dit c'est super, ça veut dire qu'il est reconnu, il l'a dit à son employeur, et là on voit le responsable ou l'employeur qui lui dit en même temps, tu peux peut-être être un peu plus productif au vu de ce que tu m'as coûté de tes aménagements, à cause de tes aménagements de poste. Forcément, vous êtes un collègue à côté qui voit ça, ça vous donne pas envie d'aller lui dire à votre employeur que vous aussi, vous avez un statut de travailleur handicapé. Donc, voilà, il y a aussi toute cette culture finalement que l'on peut avoir dans la collectivité qui peut être aussi un frein par rapport à ça, d'où l'intérêt de sensibiliser les collectifs, d'où l'intérêt d'avoir une vraie politique en fait inclusive, et en tout cas dans la communication, dans les échanges, une vraie politique handicap en fait mise en œuvre dans les collectivités, même si je sais que c'est pas toujours simple, bien évidemment. Mais voilà, tout ça, ça peut rentrer en ligne de compte et ça peut du coup limiter, et en tout cas freiner les personnes dans le fait de se déclarer, enfin d'effectuer déjà la démarche de reconnaissance et dans le fait de se déclarer. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là? Déjà, on peut leur dire, aujourd'hui, tu es en poste, tu as un souci de santé, je le vois, ça m'inquiète en fait de te voir peiner, ça m'inquiète de voir que, voilà, que tu souffres, etc. Peut-être que tu as besoin justement de moyens de compensation. Est-ce que de par tes douleurs, comme là le monsieur devant l'ordinateur, est-ce qu'on ne peut pas essayer de revoir pour aménager ton poste, ton ordinateur, et du coup, tu as peut-être un besoin spécifique. Du coup, ce statut peut peut-être t'aider. En plus, si l'employeur sait que tu as ce statut, eh bien, il va forcément normalement avoir une attention particulière par rapport à ton profil. Et ça peut peut-être anticiper des situations de tension ou d'incompréhension, parce que comme on l'a vu dans la vidéo tout à l'heure, quand on ne sait pas, on part avec des jugements et on peut arriver aussi au clash avec des personnes parce qu'on ne sait pas et parce qu'on ne se comprend pas. Normalement, le but de ce statut, c'est aussi de sécuriser le parcours professionnel et d'anticiper l'évolution de vos agents, parce que quand vous savez que vous avez des agents qui ont des soucis de santé, même si vous ne savez pas pourquoi ils sont reconnus, vous avez le statut, normalement, en tant qu'employeur, ça veut dire qu'on guette un peu aussi ces situations et que on essaye de sécuriser au mieux l'évolution professionnelle, voire même l'accompagnement de la personne à faire autre chose.
Et forcément, ça veut dire aussi que ça participe à prévenir les risques d'évolution, notamment de la situation de santé, parce que ce statut, c'est bien aussi de le donner en info au médecin du travail. C'est même très important, la clarification de ça auprès de l'employeur et surtout du médecin du travail est vraiment importante pour pouvoir permettre un accompagnement. Ce qu'on peut aussi dire aux personnes, c'est que là, aujourd'hui, l'agent A est en poste, mais demain, peut-être que ce sera plus le cas. Et le statut de travailleur handicapé, ça permet d'avoir accès à un réseau spécialisé d'accompagnement. Je pense notamment au Cap Emploi pour travailler des projets professionnels adaptés. Ça peut aussi peut-être permettre de valoriser un droit à une retraite anticipée. Quand on a un souci de santé, une maladie évolutive notamment, qu'on est plutôt jeune, qu'on débute dans la carrière ou que ça arrive en cours de vie, il y a tout intérêt à faire cette démarche de RQTH le plus tôt possible parce qu'on sait que la pathologie, elle restera là, elle risque d'évoluer et peut-être que du coup, on sera content dans 15, 20, 30 ans d'avoir justement droit à une retraite anticipée. Donc là, il y a tout un cadre par rapport à ça, hein. Je vous ai mis le lien et puis vous avez ma collègue Mélanie Brunet qui est sur la retraite CNRACL qui peut aussi vous épauler par rapport à ça. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que dans la fonction publique, ce statut, ça peut aussi permettre d'accéder à des emplois sans passer les concours, en tout cas d'être titularisé sans passer les concours en étant d'abord sur un contrat, en étant contractuel d'abord. Il peut aussi y avoir des aménagements lors de concours. Donc voilà, il y a aussi des choses à valoriser dans le cadre de la fonction publique. On est vraiment sur des choses assez inclusives. Et là-dessus, moi, je peux aussi vous épauler par rapport à ça dans les discours que vous pouvez tenir auprès de vos agents. Le plus important, c'est de rassurer vos agents sur le fait que, normalement, et c'est important de l'avoir en tête, c'est un statut confidentiel. C'est un justificatif administratif qui n'est donné qu'au service RH, auquel cas, avec l'accord de l'agent, moi, je conseille souvent d'informer quand même le manager s'il y a un manager intermédiaire pour qu'il puisse savoir au moins qu'il faut avoir une oreille attentive par rapport à la situation. Donc, ce statut doit être confidentiel. Vous n'avez pas à donner l'information à tous les agents, à tous les collègues de travail. Donc, c'est important de rassurer vos agents là-dessus. Et puis, ce statut, il est très souvent temporaire. C'est-à-dire que c'est pas écrit ad vitam aeternam, c'est pas un autocollant qu'on vient coller à quelqu'un. Souvent, les reconnaissances travailleurs handicapés sont attribuées pour 5 ans parce qu'ils sont révisables en fonction de l'évolution de l'état de santé. Je repense à mon boulanger tout à l'heure. Il change de métier, il devient secrétaire de mairie, après avoir suivi la formation du Greta, par exemple. Et bien là, il n'aura plus besoin de ce statut de travailleur handicapé parce que son allergie à la farine ne pose pas de souci en fait sur son nouveau métier de secrétaire de mairie. Et bien évidemment, ce statut, il peut permettre de travailler sur les moyens de compensation du handicap. Est-ce que il y a besoin d'aménager le poste de travail? Est-ce que la personne a besoin de prothèses auditives, d'aménagement d'horaire, de matériel adapté? Est-ce que du coup, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme aide financière? Eh bien, il y en a des aides financières dès lors que cet agent a ce statut et qu'il le manifeste auprès de vous, employeur. Vous pouvez bénéficier d'aides financières justement auprès du FIP pour la fonction publique. Ce qui me fait une très belle transition pour cette dernière partie. Est-ce que déjà, vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de vous évoquer ou est-ce que vous avez des observations? Je pourrais en parler très longtemps, ça me passionne, je pense, comme vous le savez, vous le sentez peut-être. Donc, n'hésitez pas à me couper et à m'interpeller si besoin. Eh bien, j'espère que au moins c'est tout clair s'il n'y a pas de... Alors, si, je vois un message. Ah bon, parfait, si c'est très clair. Alors, je vais du coup aller sur la troisième partie, qui sont les aides du FIP. Alors, l'idée, c'est pas de vous dresser un annuaire de toutes les aides du FIP. C'est de vous orienter, de vous donner les grandes lignes. Les grandes aides du FIP, auxquelles du coup tous les employeurs publics ont droit, même ceux qui ne sont pas soumis à l'obligation d'emploi. Si vous avez plus de 20 ETP, vous avez une obligation d'employer 6% de travailleurs handicapés. Vous n'avez pas 20 ETP, vous n'êtes pas soumis à cette obligation d'emploi. Et tout à chacun, que vous soyez soumis ou pas, vous pouvez mobiliser ces aides du FIP. Ça, c'est important de le savoir. Donc, je vous les ai catégorisées en 4 grandes parties au niveau des aides financières. Il y a des aides financières justement par rapport à la mise en place d'aides techniques liées à la compensation du handicap. Est-ce que votre agent a des problèmes auditifs? Eh bien, sachez quand même, c'est important de leur dire, ils peuvent avoir une aide jusqu'à 1 700 € pour l'achat de prothèses auditives. Donc ça, c'est super important. Alors, j'ai une question. L'employeur est-il dans l'obligation de faire un contrat spécial pour une personne handicapée?
Non, il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Et en plus, très souvent, on a des agents qui sont recrutés sans qu'on ait l'information du statut. On le sait en cours de route. Mais non, non, c'est pas une obligation. C'est une possibilité. C'est une option en fait qui s'offre aux employeurs. Donc j'en étais à mes prothèses auditives. Donc là, comme je vous le disais, typiquement, ça c'est une aide qu'on mobilise beaucoup. On accompagne beaucoup les employeurs là-dessus pour leur permettre en fait d'aider les agents à avoir 1700 € d'aide financière pour des prothèses auditives. Ce qui n'est pas anodin quand on sait aujourd'hui que 2 prothèses bilatérales, on est sur une moyenne de 3500 € quand même à l'achat. Donc, et entre la sécurité sociale et la mutuelle, les remboursements ne sont pas souvent énormes. Donc, ces 1700 € complémentaires sont les bienvenus. L'idée du FIP, c'est de se dire, une personne qui a un problème auditif, eh bien, elle a besoin aussi de ses prothèses sur son lieu de travail pour compenser toutes les difficultés qu'elle peut avoir. Donc, ça l'aide dans sa vie personnelle, mais ça l'aide aussi dans la vie professionnelle, d'où le fait qu'il y ait une participation du FIP. Bien évidemment, il faut qu'on justifie. Quelqu'un qui ne peut pas mettre ses prothèses sur son poste de travail parce qu'il porte un casque toute la journée, on n'est pas censé demander de l'aide financière. Il y a des aides à l'emploi, des aides particulières. L'aide au parcours vers l'emploi, c'est plutôt des aides que les opérateurs de placement en fait, mettent en place pour accompagner les demandeurs d'emploi à travailler un projet professionnel, s'il y a besoin de déménager pour se rapprocher d'un lieu de travail, etc. Les aides au déplacement, je vais vous la présenter un peu après, un peu plus en détail. Les aides financières, si on a recours au secteur adapté, voilà, il peut y en avoir. Les aides à l'apprentissage, il y a un très très gros poids d'aide financière là-dessus, je vais vous en parler après. L'aide à l'insertion durable, c'est pareil, je vais vous en parler. Par rapport aux aménagements de poste, si vous mettez en place du matériel, vous avez adapté le poste de votre agent, bien là, il y a aussi des aides financières. Ça, je vous la présente. L'auxiliariat professionnel, je vous la présente aussi. On peut avoir des aides pour la mise en place d'un tutorat, pour la mise en place d'un interprète, pour des emplois accompagnés. Et il y a aussi une catégorie d'aides qui sont liées vraiment à l'accès à la formation. Vous accompagnez vos agents à suivre un bilan de compétences ou un bilan pro pour l'aider à travailler un projet pro parce qu'il a des soucis de santé et que du coup, ça questionne son avenir professionnel. Il y a des aides du FIP. Votre agent va suivre une formation, soit pour le collectif ou lui, pour apprendre à compenser le handicap et comprendre comment ça fonctionne, soit vous faites faire des formations à votre agent parce qu'il est en période de reclassement, en PPR, parce qu'il est sur un travail de reconversion, parce qu'il a une inaptitude en fait déclarée par les instances médicales, eh bien, il peut y avoir des aides qui vont quand même jusqu'à 10 000 € si le CNFPT ne prend pas en charge, par exemple, si vous sortez en fait du champ du CNFPT. Et il y a aussi des aides à la formation par rapport à l'apprentissage. Si vous recrutez un apprenti travailleur handicapé qui suit sa formation, vous n'avez peut-être pas eu des aides du CNFPT parce que vous n'avez pas recensé le besoin au départ, ou peut-être que le CNFPT n'a pas validé votre dossier, ou alors n'a intervenu que partiellement sur les frais de formation de votre apprenti travailleur handicapé, eh bien le FIP vient compléter justement ça et peut octroyer 10 000 € d'aide financière. Donc c'est vraiment pas anodin. Donc ça, ce sont les aides financières et je vais vous en cibler quelques-unes après. Et on peut aussi, mobiliser en fait des prestations et des dispositifs particuliers pour justement vous accompagner dans tout ce qui est insertion, maintien d'emploi et formation de vos agents. À savoir que le centre de gestion a conventionné avec le FIP au bénéfice de ces collectivités affiliées. Donc nous, on vous accompagne, donc c'est moi et mon collègue Hervé principalement, par rapport à toutes vos situations de maintien, de recrutement, etc. Et on peut faire appel en fait à ces prestations complémentaires pour analyser au mieux la situation de vos agents. Ce qu'on appelle les appuis spécifiques, c'est qu'on a la possibilité de faire intervenir des prestataires spécifiques. On a 6 prestataires en fait qui ont répondu à des appels d'offres conventionnés du coup avec le FIP et la GFIP parce que ce sont des aides mutualisées. On peut faire appel à un prestataire sur des pathologies auditives, visuelles, moteurs, cognitifs, psy et mentales. Si par exemple on a besoin de faire un point sur les bilans, sur les capacités fonctionnelles de votre agent avant de travailler l'aménagement de poste, avant de travailler le projet, on a besoin de faire une sensibilisation spécifique, eh bien on peut aussi faire appel à ces intervenants. On a besoin de matériel très spécifique par rapport à un problème visuel. Eh bien voilà, on peut accompagner les agents et vous à travers ces prestations et faire intervenir en fait nos prestataires spécifiques. Pareil, on a un prestataire aussi pour réaliser des études ergonomiques. Donc nous, CDG,
moi et Hervé notamment, on peut intervenir chez vous pour faire une étude de poste. Mais on fera une étude simple. On vient voir votre agent. Souvent, ce sont des rendez-vous qui durent 1 heure ou 2. On vous donne, nous, on vous aiguille sur les aménagements que l'on peut mettre en place. On travaille avec des prestataires. On vous accompagne vraiment sur la définition du matériel, l'identification, le devis, le plan de financement. Mais quand on est sur des pathologies spécifiques ou des postes très complexes, sur lesquels il y a différentes missions et différentes difficultés, eh bien, on peut solliciter une étude ergo avec un ergonome qui, là, va passer plusieurs jours pour accompagner et suivre votre agent, pour vraiment aller identifier toutes les tâches réalisées, les postures utilisées, le matériel. Et au final, il vient faire une étude bien plus complète que la nôtre et bien plus euh, fine, hein, je dirais, sur toutes les différentes missions. Et donc ça, on est en relation avec l'ergonome et on suit ça en parallèle. On a des dispositifs de réseau d'accompagnement Comet des centres médicaux de rééducation. On n'en a pas, nous, dans le département. Et le dispositif d'emploi accompagné, le DEA, qui est un dispositif d'appui en fait, pour les personnes qui ont des situations de handicap et qui ont besoin d'un accompagnement spécifique pour leur permettre d'obtenir un emploi ou alors de conserver un emploi. Donc là, on est sur un accompagnement à la fois social, psychologique et en lien avec l'emploi, qui est réalisé par une structure externe sur validation d'une orientation par la MDPH. Donc ça, c'est des choses un petit peu à la marge, mais on en a eu, moi j'ai eu 2 personnes qui ont été sur ce dispositif. Donc ça, c'est pas vous qui mobilisez, c'est pas nous non plus, c'est la MDPH, mais en tout cas, voilà, on peut, nous, être en lien avec ces structures-là. Et donc tout ça, c'est subventionné en partie par le FIP et par la GFIP. Le catalogue des aides du FIP, il est costaud. Vous allez voir, il y a plein d'aides. Moi, je vous ai vraiment fait un gros détail. Vous le retrouvez en ligne. Petit conseil, ne le téléchargez pas en PDF ou en Word à chaque fois parce qu'en fait, il est souvent remis à jour. Là, il a été remis en début d'année. Il a été remis à jour en début d'année, justement, en janvier, pour faire le point sur différentes aides et des modalités de mise en place. Donc, prenez l'habitude quand même d'aller le voir en ligne dès lors que vous avez besoin. Et si vous êtes une collectivité qui est affiliée au centre de gestion, là, on est vos relais. N'hésitez pas à venir vers nous, hein. C'est aussi notre rôle de vous accompagner là-dessus. Moi, je vous propose, j'ai fait quelques focus sur quelques aides, qui sont les aides que l'on mobilise le plus, sur lesquelles on accompagne le plus les employeurs publics territoriaux, qui peuvent répondre aussi à vos besoins ou à vos demandes. Comme je vous le disais, si on a besoin d'un aménagement de poste, eh bien, vous pouvez avoir une aide du FIP par rapport à ça. On est d'accord que ce sont des agents qui ont des soucis de santé. Vous venez acheter du matériel qui vient compenser le handicap, les soucis de santé de votre agent. Il y a un surcoût du coup par rapport à cet aménagement de poste. Eh bien, le FIP intervient maintenant à hauteur de 90% du surcoût. Typiquement, ce qu'on fait beaucoup, hein, il n'y a pas que ça bien évidemment, mais des postes administratifs. Vous avez un agent qui a des soucis de dos, des soucis moteurs, qui a besoin d'être sur un bureau réglable en hauteur, un bureau qui se met debout, avec du coup un fauteuil ergonomique. Eh bien, en faisant faire le différentiel entre l'achat de ce bureau réglable en hauteur, le fauteuil ergonomique, quelle est la différence entre un fauteuil ergo, allez, à 1500 € par rapport au fauteuil standard que vous allez acheter qui coûte 400 €, il y a un différentiel de 1100 €, eh bien, on vient demander au FIP 90% de ce différentiel. Idem pour le bureau. On prend le prix d'un bureau standard que vous mettez normalement à disposition par rapport au bureau électrique. On calcule le surcoût et on peut demander jusqu'à 90% du surcoût au FIP. Donc voilà, on est vraiment sur des montants d'aide financière qui sont évalués par rapport à une stricte logique de compensation du handicap. Et c'est là où nous, centre de gestion, on vient vous faire ces plans de financement-là. On vient se faire l'avocat du diable en fait du FIP pour vous accompagner au mieux. Et cette aide maximum est attribuée de 10 000 €, en sachant qu'on peut renouveler l'aide dès lors que la situation de santé malheureusement s'aggrave ou alors que l'agent a changé de poste. Et pour ce faire, et de toute façon, pour mobiliser cette aide, il nous faut de toute façon l'avis du médecin du travail. Donc ça, on collabore beaucoup avec les médecins du travail et les services de santé au travail par rapport à ça. Ce qui est important sur cette aide-là, c'est qu'elle est ouverte aux employeurs pour leurs bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc tous les BOE qu'on a vus tout à l'heure, tous les justificatifs, mais ce qui est aussi très important à avoir en tête, c'est que c'est l'une des aides financières et la seule, et ça n'existe que dans la fonction publique, il n'y a pas d'équivalent dans le privé. Vos agents qui ont un avis du médecin du travail indiquant une aptitude avec des restrictions médicales, eh bien, même s'il n'a pas de statut de travailleur handicapé, s'il n'est pas en période de reclassement, s'il n'a pas de pension d'aval, etc., eh bien, vous pouvez quand même demander une aide financière auprès du FIP.
L'idée du FIP, c'est vraiment d'essayer de prévenir au maximum les situations et de ne pas attendre que l'altération de l'état de santé soit telle que l'agent fasse une demande de reconnaissance travail handicapé ou équivalent. Et donc, on essaie d'intervenir en anticipant au maximum. Et donc, les agents qui ont des aptitudes avec restriction, on peut aussi avoir des aides financières du FIP. Donc, vous voyez, à chaque fois dans les aides, dans le catalogue, vous avez un tableau avec les situations de vos agents, quelle est la qualité du bénéficiaire et est-ce que du coup, en fonction, vous pouvez demander les aides financières. Et là-dessus, on vous accompagne, hein. Comme je vous le disais, les aménagements, on est à la fois principalement sur de l'aménagement technique sur le poste de travail, mais on peut aussi envisager un financement pour de l'accessibilité au poste de travail, pour un agent qui a des soucis de santé, en sortant de l'obligation d'accessibilité, qui est l'obligation légale, bien évidemment, on est vraiment sur quelque chose de très individuel et spécifique. Cette aide, vous pouvez aussi la mobiliser dans le cadre du télétravail. Votre agent qui est en télétravail, même si c'est une journée par semaine, il a aussi besoin d'un aménagement de poste potentiel sur son lieu de travail à domicile. Ça, il faut vraiment veiller par rapport à ça. Vos agents qui ont des soucis de santé qui sont en télétravail, il faut veiller à ce que le matériel qu'ils aient à disposition à domicile soit aussi adapté. Et là, on peut avoir des aides du FIP. Et idem pour vos apprentis que vous avez, pour lequel il faudra un aménagement de poste au CFA. Alors, le CFA, il y a des aides financières qui leur sont propres, mais s'il y a un besoin complémentaire, eh bien, on peut aussi solliciter le FIP. Donc ça, c'est important de savoir. C'est vraiment gros de nos interventions aujourd'hui. Moitié de notre temps de travail sur la mission handicap, si je peux dire, c'est sur des situations de maintien dans l'emploi et d'aménagement de poste. Il y a d'autres aides financières qu'on mobilise un peu plus maintenant, et j'aime bien présenter parce que c'est peu connu, on voit pas trop à quoi ça correspond. Le FIP met en place une aide à l'auxiliariat professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous avez un agent qui, dans le cadre de ses missions, ne peut plus réaliser ou ne peut pas réaliser un geste professionnel qui, lui, pourtant, doit être réalisé. Par exemple, j'ai eu la situation d'un agent qui ne pouvait plus faire le nettoyage des vitres, des grandes vitres, parce qu'il n'avait plus le droit de lever les bras au-dessus du plan des épaules. Forcément, c'est venu créer un problème sur son poste. La collectivité partait plutôt sur l'idée de poser la question de l'aptitude de l'agent, et notamment de l'inaptitude. Eh bien, on est venu rétro-pédaler et en fait leur proposer cette aide à l'auxiliariat pro parce que finalement, l'idée c'est de se dire, est-ce que par rapport à cette tâche-là, il n'y a pas moyen de mettre en place la réalisation de cette tâche par quelqu'un d'autre, soit quelqu'un en interne, soit de faire appel à une structure extérieure en disant, voilà, l'autre personne ou la structure va faire cette tâche. En attendant, votre agent est censé être là et ne pas faire autre chose, bien évidemment. L'idée, c'est de prendre en charge le surcoût lié à une partie du surcoût lié justement à cette nouvelle organisation. Et vous pouvez demander au FIP de rembourser les 2 tiers de la dépense. Ça, c'est une aide que l'on demande, on peut la demander sur une année complète, sur l'année civile. On peut la refaire tous les ans. On peut demander des paiements échelonnés au trimestre, au semestre, à l'année. Et l'idée, c'est encore une fois, on a une validation du médecin du travail qui, depuis le début d'année 2025, peut être valable sur 3 ans. Donc, c'est important d'avoir ça aussi en tête. Ce n'est pas parce que votre agent est en inaptitude sur une tâche, une mission dans sa fiche de poste, qu'il faut forcément s'orienter vers une inaptitude. Nous, on peut peut-être vous accompagner et essayer de trouver d'autres solutions. Idem, ça, on a eu pas mal en ce début d'année, des agents qui ont des difficultés pour effectuer leur déplacement entre leur lieu de domicile et leur lieu de travail. Parce qu'il n'y a pas de transport, soit il n'y a pas de transport du tout, de transport en commun, soit les transports ne sont pas adaptés. L'agent ne peut pas utiliser son véhicule ou n'en a pas parce qu'il n'est pas en capacité de travailler. Et du coup, il faut faire appel à un prestataire extérieur. Ou alors, vos agents, vous avez un agent qui prend ce trajet-là habituellement, il fait du covoiturage et vous le rémunérez, en tout cas vous l'indemnisez par rapport à ça. Eh bien, on peut demander au FIP une aide financière qui peut aller jusqu'à 12 000 € par an, justement, pour réaliser ces trajets. Là, typiquement, on accompagne quelqu'un, une communauté de communes du département, pour un agent qui a des soucis visuels et qui fait qu'en période hivernale, cet agent ne peut pas prendre la route en fait en fin de journée. Et donc, du coup, sur la période hivernale, donc 6 mois dans l'année, en gros, eh bien, elle bénéficie d'un taxi justement pour l'emmener chez elle à la maison. C'est la collectivité qui accompagne l'agent à faire les devis en lien avec nous. Et en fait, la collectivité se fait rembourser justement par rapport à cette aide du FIP. Donc voilà, ça peut être en tout cas des solutions à avoir en tête. Sur la partie recrutement, je vous le disais tout à l'heure,
l'apprentissage est un gros point sur lequel le FIP met énormément de moyens. Sachez que si vous recrutez un apprenti qui est reconnu travailleur handicapé, vous avez droit à 80% de prise en charge de sa rémunération brute. C'est énorme. Dans le privé, on n'a pas d'équivalent. Donc, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez, dans vos phases de recrutement d'apprentis, vous avez un jeune qui est reconnu travailleur handicapé, un jeune ou un jeune, parce que c'est vrai qu'on a moins de critères d'âge pour les travailleurs handicapés. Moi, je peux vous accompagner à valider le projet aussi, à voir si le profil de votre agent et ses soucis de santé sont adaptés au poste sur lequel vous le recrutez. Et derrière, je vous accompagne à effectuer toutes les aides financières. Les frais de formation, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un reste à charge, il y a 10 000 € par an qui peuvent être sollicités auprès du FIP. Il y a ces aides à l'aménagement de poste. Il peut y avoir des aides pédagogiques aussi auprès de l'employeur ou au CFA. Cette aide au déplacement, je vous ai évoqué tout à l'heure, voire même une aide au tutorat si, en fait, en dehors du maître d'apprentissage habituel pour un agent apprenti, eh bien là, vous devez mettre en place quelque chose de plus complet avec un vrai tutorat parce qu'il y a un souci de santé qui fait que ça limite la compréhension des consignes ou qu'il faut vraiment un travail de sensibilisation plus poussé, eh bien là, on peut demander une aide complémentaire au tutorat. Donc l'apprentissage, il faut avoir une veille par rapport à ça. Je suis beaucoup questionnée, moi, sur des aides au recrutement. Voilà, j'ai quelqu'un qui est reconnu travailleur handicapé, qui vient de se positionner sur un poste. Est-ce que si je le prends, j'ai des aides financières? Alors attention, les aides financières sont aujourd'hui bien plus limitées. On n'est plus à valoriser le recrutement pur de travailleurs handicapés. Par contre, le FIP vient désormais valoriser en fait la pérennisation de potentiels contrats. Vous avez recruté un apprenti, vous avez mis en place un contrat aidé, un service civique, vous avez fait appel à un travailleur des AT, vous avez eu un stagiaire qui était reconnu travailleur handicapé, que vous finalement vous maintenez après dans votre effectif, soit vous signez un CDI, soit vous le titularisez. Eh bien, c'est à ce moment-là, en fait, où le FIP vient valoriser votre action et vous pouvez avoir une aide de 4 000 € qui est attribuée justement au moment de la titularisation ou de la CDIsation de votre agent. Le versement de cette aide est conditionné, bien évidemment, à la présence, par contre, de votre agent dans l'effectif avant sa titularisation ou avant son CDI. Donc voilà, c'est plein de petites choses sur lesquelles on intervient. Vous voyez que le champ d'intervention est très large, très complet. Il ne faut pas hésiter à faire appel à nous. Je ne vous ai pas tout montré, mais voilà, il y a différentes choses. Au niveau du CDG, comme je vous le disais, on a une convention avec le FIP et du coup, on a aussi des moyens humains qui sont alloués pour vous accompagner, vous, en tant qu'employeur. Moi, j'interviens avec une casquette de référente handicap, donc c'est-à-dire que j'interviens sur tous les sujets que je viens de vous présenter, insertion, maintien, formation. J'ai depuis maintenant 1 an et demi l'appui d'Hervé Lardot, que vous peut-être connaissez en tant que conseiller en prévention au niveau du CDG, mais il est également conseiller en maintien dans l'emploi. Donc, il intervient sur tout ce qui est études de poste, recherche de solutions organisationnelles, techniques, financières, parce qu'on vous accompagne dans toutes les démarches, parce que les aides financières, il y a un dossier à monter, des tableaux à remplir. Donc là, nous, on vous accompagne par rapport à ça. Et Virginie Torres, vous la connaissez aussi certainement beaucoup par rapport au conseil médical dans sa formation restreinte, mais sachez aussi que Madame Torres intervient en lien avec nous sur l'accompagnement des personnes qui ont des soucis de santé, avec un accompagnement très global, à la fois social, un accompagnement à la complétude des dossiers de reconnaissance travailleurs handicapés. Elle peut faire tout le premier niveau d'information et l'accompagnement et l'orientation des personnes vers les différents acteurs en faveur du maintien dans l'emploi, en lien avec nous. Donc on est très complémentaires en fait tous les trois sur cette mission-là. Et comme je vous l'ai dit et vous l'avez très bien compris, je pense, on intervient sur tous les champs que je viens de vous exposer par rapport à l'insertion au maintien, les études de poste, la recherche de solutions quelconques, même si c'est l'organisationnel, ou quelqu'un où on n'est pas sûr de son avenir, et ben voilà, on vous accompagne. On vous accompagne aussi sur les projets liés au reclassement, à la PPR. Comme je vous le disais, il y a une convention signée avec le centre de gestion, donc c'est Aline Thomas-Dossa qui en est référente et je peux l'accompagner justement si on a des personnes avec des soucis de santé, l'alternance, le recrutement et toutes les aides justement pour saisir les demandes d'aide du FIP et pour faire de la communication très largement sur la politique handicap. Donc on est conventionné avec le FIP depuis 2020, on a renouvelé notre convention l'année dernière, on est reparti pour 4 ans. Donc voilà. On le fait pour vous, donc n'hésitez pas à venir vers nous, on est là pour ça. C'est pour ça que le centre de gestion et les membres du conseil d'administration ont pris cette orientation. Voilà. Je vais conclure, je vais aller très rapidement pour pas trop, parce que je pense que je vous ai donné beaucoup d'informations. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route.
Quelques petites slides de sensibilisation là, pour voilà, vous, en tant qu'employeur public, pourquoi est-ce que finalement il faut vous engager dans une politique handicap, ou en tout cas quelles sont les idées reçues que je peux essayer de dénoncer suite à voilà, mes quelques années d'expérience. Déjà, on est quand même en 2025. Donc ça fait 20 ans que la loi de 2005 avec les obligations d'emploi dans la fonction publique a été promulguée. Et ce que l'on voit quand même, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie amélioration du taux d'emploi de personnes en situation de handicap dans la fonction publique, dans les fonctions publiques. On voit globalement le taux d'emploi entre 2005 et 2024 a progressé dans dans la fonction publique. On est passé d'un taux d'emploi de 3,73% à 5,93%, là où l'obligation légale est de 6%, donc on s'en rapproche. Et si on prend fonction publique par fonction publique, on voit quand même que la territoriale est le meilleur élève, si je peux dire, par rapport à ça. Déjà en début d'année 2024, en fin 2023, on était à 6,89% en taux d'emploi dans la territoriale, et en 2024, on est passé à 7,24%. Ça veut quand même dire que c'est possible, que c'est réalisable, et que c'est pas forcément un frein d'être reconnu travailleur handicapé dès lors qu'on a toute cette sensibilisation justement par rapport à ça. J'ai repris un petit panel d'idées reçues que j'entends fréquemment sur justement l'emploi de personnes en situation de handicap. J'ai beaucoup d'employeurs qui me disent toujours, recruter un travailleur handicapé, ça va me coûter plus cher. C'est faux. Comme vous venez de le voir, il y a des aides financières au recrutement, il y a des types d'emplois particuliers, l'apprentissage, les contrats aidés. Et puis, ça coûte pas forcément plus cher derrière parce que de toute façon, vous recrutez des compétences ou vous aurez recruté une personne quelle qu'elle soit. Et c'est pas parce que la personne a une situation de handicap qu'il faudra forcément mettre en place des moyens de compensation sur lesquels on mettra de l'argent. 80% quand même des personnes n'ont pas besoin de compensation, en fait, n'ont pas besoin d'acheter du matériel. Et auquel cas, il y a du matériel, on a vu ensuite que le FIP intervient sur tout ce qui est surcoût par rapport justement aux moyens de compensation. Donc, ça ne coûte pas forcément plus cher. Je ne peux pas embaucher un travailleur handicapé, mes locaux ne sont pas accessibles. Ça aussi, je l'ai beaucoup entendu. Alors attention, déjà, le principe d'accessibilité, on est bien d'accord que c'est une obligation légale. J'entends que c'est contraignant, c'est écrit dans la loi depuis 2005. Donc déjà, il faut se mettre en conformité. Donc pour ça, c'est pas valable. Après, si voilà, j'atténue mes propos en tant que conseil, et je comprends que ce soit pas forcément toujours simple. L'accessibilité, on le voit souvent que pour les PMR, les personnes en mobilité réduite. Déjà, il n'y a que 5% des personnes en situation de handicap qui se déplacent en fauteuil roulant. Donc ça veut dire que les 95% peuvent être mobiles, peuvent se déplacer. Et l'accessibilité, il faut aussi ouvrir le champ des possibles. On n'est pas uniquement sur l'accessibilité moteur. On est bien d'accord que les locaux doivent être accessibles à tout type de pathologie. Donc voilà, c'est pas forcément non plus... c'est un peu un raccourci de pouvoir se dire ça. J'entends aussi, j'entends toujours, j'entends depuis des années, l'équipe n'acceptera pas une personne handicapée parce que ça les inquiète, le handicap. J'entends, c'est humain, je comprends complètement. Par contre, il faut se dire qu'il y a des outils. En tant qu'employeur, vous pouvez en fait justement faire appel à nous ou à des prestataires extérieurs. Moi, ça m'arrive fréquemment d'intervenir pour faire des sensibilisations de l'équipe de travail, pour aborder les questions du handicap. On n'abordera pas la nature, on ne mettra pas la personne dans le viseur directement, mais par contre, on peut justement sensibiliser globalement sur le type de pathologie et présenter aussi des aménagements de postes qui seront mis en place et le pourquoi du comment. Parce que j'entends aussi, des fois, bah oui, mais lui, il a de la chance, il a un fauteuil ergonomique. Oui, mais lui, il a des gros problèmes de dos, il a des gros problèmes de santé, il préférait pas avoir de fauteuil ergonomique. Il ne faut pas s'arrêter uniquement à ce qu'on voit. Donc ça, c'est aussi notre rôle, on peut vous accompagner par rapport à tout ce champ de sensibilisation. Et vous apporter des conseils spécifiques justement par rapport aux pathologies. Et le fait d'échanger et de pouvoir communiquer avec vos agents, ça instaure un climat de confiance aussi dans le collectif. Donc finalement, ça peut aussi être rassurant et ça peut être très intéressant justement d'échanger par rapport à ça avec votre collectif. Accueillir une personne handicapée, c'est pas possible avec nos métiers. Ça, je l'entends beaucoup, notamment sur plutôt des métiers techniques. Attention, parce que chaque pathologie est particulière et au final, les conséquences qu'elle a sur la santé de la personne, c'est unique à chacun. C'est pas parce qu'on a la même pathologie qu'on va avoir les mêmes conséquences, qu'on va avoir les mêmes façons de le vivre. Et donc, il faut vraiment analyser la situation par rapport au poste occupé. En fait, aujourd'hui, on inverse la vision. Avant, c'est l'homme qui devait s'adapter à l'emploi. Là, désormais, on est bien sur une logique inversée. Il faut qu'on voit le poste du travail pour voir ce que l'on peut adapter à la personne.
Et une personne en situation de handicap, il faut faire attention, c'est pas forcément quelqu'un qui est moins performante ou qui est plus absente que quelqu'un d'autre. Ça ne veut rien dire. On a vraiment toutes les situations globales. Ça reste une personne comme une autre, hein. Et puis, le recrutement, on est bien d'accord au départ que normalement, vous fondez le recrutement par rapport aux compétences. C'est ce qu'on vient regarder en premier. Donc, il faut quand même pas faire attention. Et en tout cas, ce serait dommage de perdre un profil qui semble avoir toutes les compétences parce que vous vous dites, attention, ça ne va pas le faire sur nos métiers. Voilà, on peut vous accompagner aussi par rapport à cette réflexion-là et à voir s'il y a des aménagements ou des choses possibles. On peut vous accompagner par rapport à ce recrutement-là. Et puis voilà, tous ces échanges, encore une fois, hein, le côté adaptabilité, ça peut aussi jouer sur l'esprit d'équipe, la dynamique, etc. Et ce que vous renvoyez comme image aussi de la collectivité. Et je pense que c'est ma dernière, parce que je me suis quand même à un moment donné un peu calmée sur l'intervention. Si un de mes agents a des soucis de santé, je vais devoir m'en séparer. Comme on l'a vu tout à l'heure, bien évidemment, c'est pas forcément la finalité. Ça peut arriver, ça, on va pas se le cacher, mais enfin, ça n'arrive pas à chaque fois, ça n'arrive pas tout de suite. Il y a des possibilités de solutions de maintien dans l'emploi. C'est là où le lien avec le médecin du travail est vraiment hyper important, de voir est-ce qu'il y a besoin d'adaptation du poste, quelles tâches est-ce qu'on peut confier. Et là, nous, on peut se mettre en relais avec eux et on peut intervenir là-dessus. Et puis voilà, il y a vraiment une importance, je pense, de conserver l'expertise et l'expérience professionnelle de vos agents, d'autant plus avec l'allongement de la durée de vie au travail, hein. Vous avez des agents que vous allez avoir de plus en plus longtemps sur les postes. Donc il y a vraiment tout intérêt à se questionner sur le poste, l'amélioration continue des conditions de travail, qui reste une obligation légale pour tout employeur, hein. Vous avez l'obligation de prévenir les risques, vous avez l'obligation d'améliorer les conditions de travail pour tout à chacun. Donc voilà, il faut vraiment avoir ces enjeux finalement sociétaux et humains aussi en tête. Et c'est pas parce que quelqu'un a des soucis de santé que vous allez vous en séparer plus vite que quelqu'un d'autre. Voilà. Je vais m'arrêter là. C'était ma dernière idée reçue que voilà, je voulais partager avec vous. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas. J'espère en tout cas que j'ai répondu à majorité de vos attentes par rapport à voilà, votre inscription de ce matin. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Pas de questions ni de main levée. Dans tous les cas, moi, je vous enverrai le support de présentation avec quelques petits liens aussi avec le FIP. Le replay sera en ligne si jamais voilà, vous souhaitez le revoir. Et encore une fois, l'équipe du centre de gestion, on est à votre disposition si vous avez besoin d'éléments complémentaires ou d'interventions. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi ou avec mes collègues si besoin. Merci beaucoup en tout cas pour le temps que vous avez alloué à cette intervention de ce matin. Et je vous souhaite une bonne journée si vous n'avez pas de questions complémentaires. Parfait. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.